17 jours après une matinée prétendument ordinaire au-dessus du Sahel, un drone MQ-9 Reaper a brisé le silence pour viser un président africain en exercice au cœur d'un ciel que l'on croyait sous contrôle. Ce tir manqué contre Ibrahim Traoré, présenté comme un simple incident technique, a en réalité ouvert une fracture nette entre l'avant et l'après dans la bataille pour la souveraineté africaine et le contrôle de ses cieux. Que révèle vraiment cette frappe ratée sur le rapport de force entre l'Afrique et les puissances occidentales, et jusqu'où ce signal pourra-t-il pousser le Burkina Faso et ses voisins à se réorganiser ? Un instant presque effacé des dépêches, mais impossible à effacer des mémoires africaines. L'attaque manquée contre le convoi présidentiel n'a pas seulement révélé une faille dans la sécurité du Burkina Faso, elle a surtout exposé une question plus large. Qui contrôle réellement les cieux africains lorsque même un chef d'État peut être pris pour cible sans avertissement ? Dans cette enquête approfondie de près de 30 minutes, la promesse est simple. Offrir une lecture claire, structurée et entièrement fondée sur les faits de ce moment critique afin de comprendre pourquoi cet événement pourrait redéfinir durablement l'équilibre stratégique du Sahel. Ce n'est pas seulement une histoire d'attaque et de riposte. C'est une bascule où chaque décision pèse sur la souveraineté, la sécurité et le rôle futur des nations africaines dans un jeu géopolitique devenu de plus en plus opaque. Et si la tentative visant Ibrahim Traoré n'était qu'un point d'entrée vers un affrontement silencieux, bien plus vaste que ce que les communiqués officiels laissent entendre, ce qui va suivre dévoile des éléments rarement mis en lumière. Les tensions invisibles, les lectures divergentes, et les enjeux qui dépassent largement les frontières du Burkina Faso. La première révélation, passée presque inaperçue dans le flot des dépêches, est que le missile Hellfire R9X, une arme conçue pour éliminer une cible en silence, a été tiré dans un espace aérien où aucun vol militaire étranger n'était autorisé ce jour-là. La seconde, tout aussi déterminante, tient au fait que 3 civils ont perdu la vie lorsque l'engin a frappé un camion par erreur, un détail que plusieurs sources ont tenté de minimiser. À partir de ce moment précis, le récit bascule. L'attaque ne peut plus être présentée comme une simple maladresse technique. Elle s'inscrit dans une zone où s'entremêlent intérêts militaires, rivalités stratégiques et ambitions contradictoires. Le Sahel n'est plus seulement une bande aride traversant l'Afrique, c'est devenu un corridor où se superposent opérations clandestines, coopérations fluctuantes et tentatives d'influence, souvent sous couvert de lutte antiterroriste. Dans ce contexte, la réaction d'Ibrahim Traoré constitue un tournant. Plutôt que d'adopter une posture défensive ou d'employer un langage accusatoire immédiat, il a exigé la publication intégrale des éléments matériels recueillis après la frappe, débris métalliques du R9X, enregistrement radar, trajectoire probable du MQ-9 Reaper. Cette démarche, jugée atypique pour un chef d'État de la région, a créé un effet d'écho instantané dans les capitales africaines où la question de la souveraineté aérienne reste souvent reléguée au second plan. Mais pour comprendre l'ampleur du séisme géopolitique déclenché par cet incident, il faut revenir à la grille de lecture plus large. Le Sahel est aujourd'hui l'un des territoires les plus disputés par les puissances internationales, chacune cherchant à y maintenir un avantage stratégique discret. Dans un environnement saturé de bases étrangères, de programmes de coopération parfois contradictoires et d'opérations de renseignement qui s'entrecroisent, l'apparition d'un drone américain non déclaré au-dessus du Burkina Faso n'a rien d'anodin. L'attaque manquée devient donc bien plus qu'un épisode isolé. Elle révèle une mécanique de pression, d'intérêts concurrents et de tensions accumulées qui désormais ne peuvent plus être ignorées. À mesure que les premières heures suivant l'attaque s'écoulaient, un personnage central s'imposait dans la compréhension de cet événement. Le président Ibrahim Traoré, non pas en tant que symbole politique, mais comme point de convergence de toutes les tensions régionales. Son choix de la transparence a surpris autant qu'il a déstabilisé les acteurs extérieurs habitués à des réponses plus prévisibles. Les informations publiées, fragments métalliques, relevés radars, témoignages de pilotes civils ayant détecté une anomalie aérienne ont permis de reconstruire minutieusement la séquence des faits. Ce geste a enclenché une dynamique inédite, où la vérité brute prenait le pas sur les récits diplomatiques édulcorés. Un premier cas illustre cette bascule.
Des techniciens de l'aviation civile du Burkina Faso ont confirmé que le couloir emprunté par le MQ-9 Reaper ne figurait dans aucun plan de vol validé, un détail qui a renforcé la méfiance des États voisins. Un second cas, tout aussi révélateur, provient de militaires maliens qui ont signalé, 2 jours plus tard, une activité inhabituelle de drones dans leur propre espace aérien, créant un début de coordination régionale autour de cette question sensible. Ces éléments ont façonné une perception nouvelle. Le Burkina Faso n'était pas seulement victime d'une violation de son territoire, mais se retrouvait au cœur d'un système plus large où les interventions non déclarées devenaient presque routinières. La riposte méthodique de Traoré, orientée vers la collecte et la diffusion de preuves, a rapidement modifié la lecture que beaucoup avaient de la situation. À ce stade, l'impact est clair. L'incident sert de révélateur, transformant un acte ciblé en débat continental sur la souveraineté et le contrôle des espaces stratégiques. Quelques minutes plus tard, un écho-radar isolé apparaît au-dessus d'un couloir aérien normalement vide. Le signal est faible, mais sa trajectoire intrigue les contrôleurs. Il avance lentement, puis accélère brusquement. Un drone MQ-9 Reaper, non annoncé, vient d'entrer dans l'espace aérien burkinabé. Son cap ne laisse aucun doute. Il suit la route empruntée par les véhicules du président. À ce moment, rien n'a encore été rendu public. Les communications internes restent calmes, mais la tension grimpe. Un opérateur de surveillance signale une anomalie persistante. Le système ne parvient pas à identifier clairement l'appareil. Le doute devient une certitude. Ce vol n'a aucune autorisation. Son lancement est confirmé par une signature thermique brève. Le projectile plonge à grande vitesse vers la colonne de véhicules. Le timing est serré, trop serré pour être un tir accidentel. Le camion civil apparaît dans la ligne de tir à la dernière seconde. L'impact est foudroyant. 3 vies disparaissent en quelques instants. Le convoi présidentiel échappe à la frappe de peu. C'est ici que tout bascule. Le silence opérationnel imposé par l'attaquant contraste avec la réaction immédiate des forces burkinabées. Les radars sont relancés, les données sont recoupées, chaque élément est vérifié. Le but, reconstruire l'enchaînement complet des faits. Les techniciens identifient les lames caractéristiques du R9X. L'arme correspond à un modèle utilisé exclusivement dans des opérations ciblées menées par des puissances occidentales. Aucune force régionale ne possède ce type d'armement. La conclusion implicite se diffuse rapidement parmi les équipes d'analyse. À Ouagadougou, la situation change de dimension. Les conseillers de sécurité alertent immédiatement la présidence. Ibrahim Traoré est informé des premiers éléments. Drone étranger, frappe précise, absence d'autorisation. La chaîne décisionnelle s'enclenche alors à toute vitesse. Au lieu de temporiser, d'attendre ou de minimiser, les autorités choisissent la transparence. Elles annoncent la frappe. Elles confirment la mort de civils. Elles déclarent qu'un appareil militaire étranger a violé l'espace aérien national. C'est un tournant majeur. Le Burkina Faso ne parle plus à demi-mot. Les heures suivantes les voient se multiplier les recoupements entre services de sécurité, aviation civile et partenaires africains. Des signaux similaires sont détectés au Niger. Des trajectoires comparables sont signalées près du Mali. La frappe ratée devient un révélateur d'un phénomène plus large. La présence récurrente d'aéronefs non déclarés dans le ciel sahélien. Ce qui ressemblait à une opération isolée prend soudain l'apparence d'une stratégie de pression. Les États voisins commencent à coordonner leurs vérifications. Des analystes africains parlent déjà d'un point de bascule. Le tir manqué ne reste plus un incident. Il devient un marqueur temporel, un avant, un après. Dans cette montée en intensité, une certitude se dessine. La tentative de frappe n'était pas seulement une action militaire, mais une démonstration de pouvoir. Et sa conséquence immédiate est d'avoir déclenché un mouvement de résistance politique et stratégique que personne, ce matin-là, n'avait anticipé. Pour comprendre la portée exacte de l'attaque, 3 éléments chiffrés suffisent à éclairer la mécanique derrière le tir manqué. Le premier est la distance de 17 jours entre l'incident et les premières confirmations techniques définitives. Cette durée, souvent perçue comme longue, correspond en réalité au temps nécessaire pour authentifier les débris, recouper les enregistrements radar et valider les trajectoires suspectes. Elle montre combien la vérification rigoureuse exige une coordination méthodique entre plusieurs équipes spécialisées.
Le second élément est l'identification d'un seul couloir aérien non autorisé au moment précis où le MQ-9 Reaper a pénétré l'espace burkinabé. Cette anomalie a été confirmée par les services civils et militaires, révélant une intrusion unique parfaitement synchronisée avec le déplacement du convoi. Ce détail souligne une planification soignée orientée vers une cible très spécifique. Le troisième point est la présence d'une frappe unique, isolée, qui a touché un camion civil plutôt que la voiture du président. L'absence de tentatives multiples montre que l'opération reposait sur une hypothèse de précision absolue. Cela indique clairement que l'attaque cherchait un résultat rapide sans laisser de seconde chance. À partir de ces repères quantifiés, la logique de l'événement se précise. L'attaque ne résulte pas d'un dysfonctionnement technique généralisé. Elle s'inscrit dans une séquence limitée, mais extrêmement ciblée. Le drone n'a pas effectué de reconnaissance prolongée, ni multiplié les corrections de trajectoire. Au contraire, il a suivi un axe simple, direct, aligné sur l'horaire du convoi présidentiel. Ce comportement tranche avec les missions anti-rebelles habituelles, où les appareils multiplient les orbites, ralentissements et acquisitions successives avant d'engager une cible. L'apparition du MQ-9 Reaper dans un espace aérien sans autorisation formelle a aussi permis de mettre en lumière un phénomène longtemps minimisé, la circulation ponctuelle mais régulière de drones étrangers au Sahel. Les services du Burkina Faso ont confirmé que l'appareil ne figurait sur aucune liste de coopération militaire, ni dans les accords de surveillance transfrontalière généralement communiqués entre pays de la région. Autrement dit, l'intrusion ne peut pas être rattachée à une opération régionale connue. Les données radar constituent un autre élément clé. Leur synchronisation horaire avec les enregistrements civils a permis de reconstruire une ligne temporelle cohérente. Apparition, descente, acquisition, tir, réhausse d'altitude, disparition. Rien n'indique une hésitation opérationnelle, rien ne suggère un tir accidentel provoqué par une défaillance. La trajectoire avant puis après la frappe suit la logique d'un appareil habitué à des engagements discrets. Cette cohérence technique a renforcé la décision d'Ibrahim Traoré de rendre publique les preuves. En mettant en avant des données vérifiables, il a déplacé le discours du terrain politique vers celui des faits, limitant les interprétations diplomatiques et recentrant le débat sur la réalité de l'intrusion. Ce mouvement a immédiatement résonné au-delà du Burkina Faso. Les pays voisins, confrontés aux mêmes zones grises, ont observé l'analyse burkinabé avec une attention nouvelle, cherchant dans ces chiffres des éléments pouvant éclairer leurs propres interrogations sur la sécurité aérienne régionale. Au final, ces trois mesures, un délai de 17 jours pour authentifier les preuves, un couloir aérien non autorisé, une frappe unique mais chirurgicale, composent une matrice claire permettant de comprendre l'attaque non comme un incident isolé, mais comme un signal géopolitique. Deux lectures opposées se sont rapidement imposées après l'attaque. La première, soutenue par plusieurs analystes occidentaux, avance que le tir du MQ-9 Reaper serait le résultat d'une erreur technique ou d'une mauvaise identification de la cible. Selon cette thèse, les opérations antiterroristes menées dans le Sahel par certaines puissances extérieures auraient pu créer un contexte de confusion. Un drone engagé dans une mission parallèle, des informations incomplètes, une acquisition erronée, puis un tir qui aurait dévié vers un véhicule non prévu. Cette lecture insiste sur la complexité des opérations dans une région où les menaces sont diffuses et les acteurs multiples. La seconde lecture, majoritairement portée par les pays africains et plusieurs sources techniques locales, considère au contraire que l'attaque ne peut en aucun cas être un accident. Elle se fonde sur la nature même du missile Hellfire R9X, utilisé pour des frappes chirurgicales exigeant une précision extrême. Un tel armement n'est pas déployé dans des opérations larges ou improvisées. De plus, le drone a pénétré un espace aérien où aucune autorisation, même implicite, n'avait été accordée. Le fait que la trajectoire du MQ-9 Reaper ait parfaitement recoupé celle du convoi présidentiel rend difficile l'idée d'un tir mal orienté. Face à ces deux narrations contradictoires, la réponse la plus solide repose sur les données factuelles rassemblées dans les jours suivant l'attaque. Les enregistrements radar publiés à la demande d'Ibrahim Traoré montrent une trajectoire stable, sans hésitation,
incompatible avec une acquisition défaillante. Les techniciens burkinabés ont identifié les fragments caractéristiques du R9X, une arme réservée aux opérations ciblées contre des individus précis. Aucun élément ne suggère une mission antiterroriste en cours dans la zone au moment de la frappe. Enfin, l'unique couloir aérien non autorisé détecté ce jour-là correspond exactement à la fenêtre de déplacement du convoi présidentiel. Ainsi, même si la thèse de l'erreur technique mérite d'être présentée pour comprendre l'ensemble des interprétations possibles, les preuves matérielles publiées orientent clairement la lecture vers une action préméditée construite autour d'une cible politique de premier plan. Un pivot silencieux survient. En apparence, rien ne change après la publication des premiers éléments techniques, mais quelque chose s'enclenche en profondeur. Un déplacement du centre de gravité politique dans tout le Sahel. Les réactions se succèdent, prudentes mais révélatrices, et la tentative de frappe contre Ibrahim Traoré cesse d'être un incident circonscrit pour devenir un marqueur d'alignement et de rupture. Le Mali, le Niger et plusieurs États du Golfe de Guinée commencent à recouper leurs propres observations aériennes avec les données burkinabées. L'objectif n'est plus seulement de comprendre la frappe, mais de déterminer si elle s'inscrit dans une série plus large d'opérations non déclarées. Cette synchronisation nouvelle crée un espace de coopération inédit où les pays africains, souvent éclatés par leurs priorités internes, trouvent soudain un point de convergence. Dans le même temps, la posture de plusieurs puissances étrangères évolue subtilement. Les déclarations deviennent plus mesurées, les analyses publiques plus floues, comme si la transparence imposée par Ouagadougou avait déplacé les lignes d'interprétation habituelles. La tentative de frappe, au lieu d'installer la crainte, déclenche une dynamique d'empowerment régional. Ce moment médian révèle ainsi le basculement. L'Afrique ne réagit plus seulement aux événements, elle commence à écrire la suite. Les conséquences de l'attaque manquée se déploient en 4 cercles distincts, chacun révélant une transformation concrète. Le premier cercle concerne les nations africaines, un premier ensemble d'acteurs. Dès la publication des preuves, plusieurs capitales sahéliennes revoient leur protocole de surveillance aérienne. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger coordonnent désormais leurs alertes en temps réel, renforçant une logique de co-souveraineté. L'affaire devient un précédent. Si un chef d'État peut être ciblé sans avertissement, aucun pays ne peut plus ignorer la nécessité d'un bouclier africain partagé. Le deuxième cercle touche les dynamiques diplomatiques. La dynamique diplomatique. Les ambassades occidentales dans la région adoptent rapidement une communication prudente, évitant toute prise de position catégorique. La publication des fragments du R9X et des données radar complique les récits traditionnels fondés sur la lutte antiterroriste. Cette transparence, encouragée par Ibrahim Traoré, inverse la charge de la preuve. Ce sont désormais les puissances étrangères qui doivent expliquer leur présence, et non les États africains qui doivent justifier leurs suspicions. Plusieurs chancelleries se voient contraintes de revoir leur ligne de coopération militaire pour éviter une perte de légitimité sur le terrain. Le troisième cercle se manifeste dans les dynamiques nationales, la dimension nationale. Au Burkina Faso, l'opinion publique trouve dans la réaction présidentielle un repère rare, un leader qui choisit la vérité plutôt que l'opacité. Cette attitude renforce la cohésion interne, réduit les interprétations complotistes et consolide l'idée que l'État peut imposer un cadre clair face aux ingérences extérieures. Les manifestations spontanées de soutien observées dans plusieurs villes traduisent une réaffirmation de la souveraineté nationale. Ce climat intérieur rejaillit sur l'ensemble du Sahel, où les populations suivent l'affaire comme un test de résistance collective. Le quatrième cercle touche les acteurs extracontinentaux, la dimension extérieure. L'incident révèle la vulnérabilité des stratégies occidentales basées sur des opérations discrètes. La frappe ratée expose au grand jour une méthode jusqu'ici rarement contestée, celle des interventions unilatérales sous couvert de sécurité. Les puissances extérieures doivent désormais composer avec des gouvernements africains plus coordonnés, plus méfiants et mieux informés, grâce à la diffusion volontaire des preuves techniques. Dans les cercles de décision occidentaux, l'incertitude s'installe.
Comment maintenir une influence sans apparaître comme un acteur déstabilisateur? En réunissant ces 4 dynamiques, l'attaque manquée devient un événement structurant. Elle révèle comment un seul tir peut provoquer une remise à plat des équilibres régionaux, réorienter la politique intérieure et redéfinir la relation entre l'Afrique et le reste du monde. Dans cette nouvelle architecture, la posture adoptée par Ibrahim Traoré, calme, méthodique, fondée sur la vérité, s'impose comme un pivot, accélérant un mouvement de réappropriation stratégique déjà latent. Dans les mois qui suivent l'attaque, 3 trajectoires plausibles émergent, chacune reposant sur les dynamiques déjà enclenchées dans la région. Le scénario de base repose sur la continuité de ce qui est déjà visible, une coopération africaine croissante, mais encore limitée par des capacités techniques inégales. Les États du Sahel renforcent leurs échanges de données aériennes, harmonisent certains protocoles d'alerte et consolident une coordination pragmatique. Les discussions autour d'un cadre commun de souveraineté aérienne avancent sans toutefois aboutir à une structure pleinement intégrée. Les puissances étrangères, conscientes de la visibilité accrue de leurs actions, adoptent une approche plus prudente, évitant les opérations susceptibles de déclencher une crise politique ouverte. Le scénario optimiste projette une accélération de ces dynamiques. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient officialiser une plateforme partagée de surveillance et d'analyse aérienne ouvrant la voie à un noyau dur capable d'entraîner d'autres pays. Ce cadre favoriserait un meilleur contrôle des espaces sensibles, réduisant les intrusions non déclarées. Sur le plan diplomatique, l'incident deviendrait un levier permettant aux nations africaines de renégocier certains accords de coopération dans un rapport plus équilibré. Dans cette perspective, l'approche de transparence initiée après la tentative de frappe créerait un précédent durable, installant l'Afrique comme acteur rationnel et incontournable dans la régulation sécuritaire régionale. Le scénario de dégradation envisage au contraire une fragmentation. Si les pressions extérieures se renforcent ou si les divergences politiques internes ressurgissent, la coopération naissante pourrait s'affaiblir. L'absence d'une réponse collective ferme face aux intrusions encouragerait la répétition d'opérations non déclarées. Les États qui peinent à stabiliser leurs institutions pourraient redevenir des zones de concurrence entre puissances, ravivant les tensions qui avaient été momentanément contenues grâce à la réaction d'Ibrahim Traoré. Ce scénario prolongerait les ambiguïtés existantes et réduirait la portée politique du moment de transparence. Face à ces 3 trajets possibles, un point reste constant. La manière dont l'Afrique décidera de structurer sa souveraineté aérienne déterminera le paysage géopolitique des prochaines années. La recommandation de prudence analytique est simple. Considérer chaque signal aérien, diplomatique ou institutionnel, non comme une donnée isolée, mais comme une pièce d'un système en recomposition, où chaque mouvement redéfinit la position de l'ensemble. Au-delà de la géopolitique et des stratégies aériennes, l'attaque manquée touche plusieurs catégories de personnes d'une manière bien plus intime. Pour la population burkinabé, l'épisode ravive une question longtemps laissée en suspens. Jusqu'où un pays peut-il protéger ses citoyens lorsque même son président est visé? Les manifestations de soutien nées après l'attaque traduisent une inquiétude diffuse, mais aussi une volonté de ne plus subir les événements. Beaucoup y voient un rappel brutal de la fragilité de leur sécurité quotidienne, mais aussi de la nécessité d'un leadership capable de dire la vérité sans détour. Pour les communautés sahéliennes voisines, l'incident résonne comme un avertissement. Les habitants du Mali, du Niger ou du Tchad reconnaissent dans cette frappe ratée un schéma qu'ils connaissent trop bien, des opérations menées au-dessus de leur tête, souvent sans explication, parfois sans même un communiqué. L'affaire burkinabé devient ainsi un miroir de leurs propres préoccupations en révélant la valeur d'une transparence qui leur a souvent manqué. Pour les diasporas africaines, la situation suscite un autre type de réflexion. Beaucoup interprètent l'événement comme un signal de la persistance d'un rapport de force inégal entre l'Afrique et les puissances extérieures. Loin des discours officiels, cette communauté observe que chaque acte de clarification entrepris sur le continent peut contribuer à rééquilibrer les perceptions internationales. Enfin, pour les jeunes générations africaines, l'épisode crée un point de rupture. Elles voient dans la réaction calme mais ferme d'un dirigeant comme Ibrahim Traoré l'exemple d'une posture nouvelle.
celle d'un leadership qui ne se contente plus de gérer les crises, mais cherche à redéfinir les règles. Cette lecture inspire un sentiment d'agence collective, la conviction que l'Afrique peut prendre la parole, poser ses conditions et tracer son propre horizon politique. Pour transformer un incident isolé en socle durable de souveraineté, plusieurs étapes concrètes émergent déjà des décisions prises après la tentative de frappe. La première consiste à institutionnaliser un mécanisme africain de vérification aérienne. Les États du Sahel peuvent mandater une cellule technique conjointe chargée d'agréger en temps réel les données radar nationales. Ce dispositif, opérationnel en quelques mois, serait mesurable par la réduction du nombre de couloirs non autorisés détectés. La deuxième étape vise à formaliser un protocole continental de transparence sécuritaire. Inspiré de la démarche initiée par Ibrahim Traoré, ce protocole imposerait la publication rapide des preuves techniques en cas d'incident majeur. Il s'agirait d'un engagement commun, vérifiable par la mise à disposition systématique de fragments, d'enregistrements ou de trajectoires reconstituées. Cette pratique renforcerait la crédibilité des États africains dans les forums internationaux. La troisième étape concerne la consolidation d'un réseau de réponse coordonnées. Les forces aériennes du Burkina Faso, du Mali et du Niger pourraient établir une chaîne d'alerte partagée permettant une réaction en moins de 15 minutes lors d'intrusions suspectes. L'efficacité se mesurerait par la rapidité des notifications croisées et la réduction du temps d'identification des appareils. Une quatrième priorité pourrait être la formation spécialisée des équipes nationales. Chaque pays engagerait des techniciens capables de traiter des fragments d'armement, de lire des signatures radar complexes et d'établir des rapports complets. Les résultats se vérifieraient par la qualité des analyses produites et leur cohérence entre États partenaires. Enfin, une cinquième trajectoire, plus stratégique, viserait à renégocier collectivement les accords de défense existants, afin de clarifier les limites opérationnelles acceptées sur les espaces africains. La réussite de cette étape se mesurerait par l'obtention de garanties écrites encadrant toute présence étrangère. Ces 5 mouvements, articulés ensemble, dessineraient une architecture de souveraineté crédible, pérenne et portée par des faits vérifiables plutôt que par des déclarations. Au moment où les tensions semblaient atteindre un plateau, un détail issu des premiers jours de l'enquête revient éclairer toute la séquence. Les techniciens de l'aviation civile, ceux qui avaient inspecté les fragments du missile dans un hangar mal éclairé, furent parmi les premiers à comprendre que l'incident dépassait largement un simple tir manqué. Leur travail minutieux, le même évoqué dans les cas initiaux du P4, constitue aujourd'hui le fil rouge reliant les faits à la prise de conscience continentale. Dans ce climat chargé d'incertitude, la posture d'Ibrahim Traoré devient plus qu'une réaction politique. Elle incarne une manière de résister sans hausser le ton, de répondre par la vérité là où d'autres auraient choisi la force ou le silence. Ce geste, aussi simple qu'audacieux, a créé un repère dans la mémoire collective du Sahel. On y lit la possibilité d'un leadership qui ne s'impose pas par l'éclat, mais par la cohérence. Les peuples du Burkina Faso, et d'ailleurs ont reconnu, à travers la transparence imposée depuis les premières heures, une forme de dignité rare dans un contexte géopolitique saturé de pressions invisibles. Ce moment laissera une empreinte durable, non pas pour l'attaque elle-même, mais pour ce qu'elle a révélé. La vérité ouvre toujours une brèche. Si cette histoire a trouvé un écho si large, c'est parce qu'elle dépasse la seule attaque manquée pour toucher à quelque chose de plus profond, la manière dont un continent choisit de se regarder et de s'affirmer. Le Burkina Faso, en rendant publiques les preuves techniques plutôt qu'en s'enfermant dans une communication fermée, a rappelé que la souveraineté ne se limite pas aux frontières visibles, mais inclut aussi l'exigence de transparence et de responsabilité. Cette posture crée un espace commun où chaque citoyen, chaque observateur et chaque acteur africain peut participer à la construction d'un récit plus juste. Dans les mois qui viennent, les discussions autour de la sécurité, de l'autonomie et des alliances continueront d'évoluer. Rien n'est figé. Les équilibres peuvent se transformer, les perspectives s'élargir ou se contracter, mais une chose demeure, la nécessité de partager des informations claires pour comprendre ce qui façonne l'avenir du Sahel. Si vous souhaitez que ce type d'analyse continue, approfondisse certains points ou explore d'autres angles, votre retour compte réellement.